Cours numéro 5, nous allons parler aujourd'hui pendant une heure et demie de search. Et au-delà du search, nous allons parler de la manière dont les marques doivent être visibles. À la fois, bien sûr, pour dévoiler tout de suite le point important du cours d'aujourd'hui, dont la manière dont les marques doivent être visibles bien sûr sur Internet, via Google et via tout ce que vous savez, bien sûr sur les réseaux sociaux et tout ce que vous imaginez, et aussi, parce qu'il faut bien le dire aujourd'hui, l'IA est un point extrêmement important, et aussi la manière, c'est le search, la manière d'être visible à l'intérieur des LLM, à l'intérieur des réponses des IA qui répondent à nos prompts, et bien comment faire pour être visible à l'intérieur de ces prompts. Et imaginez que vous demandiez à ChatGPT, je ne sais pas quel sport vous faites, mais imaginons que je demande à ChatGPT quel est le meilleur joueur de ping de France. Eh bien, ce serait bien qu'il cite votre nom en même temps que le nom des frères X et du joueur Y. Et donc, pour que l'IA cite votre nom, eh bien, il y a un certain nombre de choses à faire. Et toutes ces choses à faire, c'est ce qu'on appelle le search et le référencement. Donc, principalement, le search, ça va bien sûr être du SEO. Alors, désolé encore une fois d'avoir un vocabulaire un tout petit peu complexe, fait d'acronymes, de mots anglais et de choses qui sont parfois peut-être un peu rébarbatives, mais je vous l'ai écrit dans le chat. Vous devez connaître ce mot par cœur, ça fait partie des incontournables. SEO ou SEO pour ceux qui font une aversion au franglais. Donc c'est le Search Engine Optimization. Donc search, vous comprenez, c'est la recherche. Engine, c'est les moteurs de recherche. Et le O de optimisation, c'est comment optimiser notre présence, notre position dans les moteurs de recherche. Alors, dites bien Search Engine Optimization. Je vous mets en garde pour certaines prononciations en anglais qui ne sont pas du tout évidentes. On entend parfois à tort un search engine, donc on ne dit jamais engine, on dit search engine. C'est vraiment la traduction de moteur. Et donc search engine optimization. Donc retenez bien ce nom qu'on peut traduire en français par référencement. Alors, je ne sais pas si référencement vous parle plus que search ou que SEO ou que SEO, peu importe. Tout ça, ce sont des synonymes. Search, référencement, SEO ou Search Engine Optimization. Donc, en quoi consiste ce search? Eh bien, tout simplement, je vous le mets en un peu plus grand, tout simplement à répondre à ce principal critère, donc là on est bien en bon français, ce principal critère qui est la visibilité. Ce qu'on cherche à travers le search, à travers le référencement, c'est d'être visible. Pourquoi faut-il être visible? Pour la bonne et simple raison, si on retombe dans dans le monde physique, si vous avez une boutique qui vend des vêtements, qui vend du pain, qui vend des fruits et légumes ou qui vend n'importe quoi dans la rue, eh bien, il faut que votre boutique soit visible d'au moins 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres. C'est ce qui a fait le succès des arches McDonald's. Ils les mettaient sur des pylônes à 10 mètres de haut. Et donc, les McDo étaient plus visibles que les autres restaurants. C'est de la visibilité. Autrement dit, vous le lisez dans la slide ici, la capacité à être trouvée. Alors retenez bien tout de suite ces deux éléments. Cette première phrase, elle est fondamentale. Capacité à être trouvée, on va dire, par vos clients, par votre cible, par votre audience. Donc je reprends. Capacité à être trouvée par votre audience sur le web et
dans l'IA. C'est-à-dire que si je pose une question à l'IA, quelle est la meilleure marque de ski, ben, il faut que votre marque de ski fasse partie de la réponse de l'IA. Alors je ne veux pas trop vous abreuver d'informations parce que c'est d'un niveau un petit peu recherché, mais je dois vous le dire ici, mais vous l'imaginez déjà bien, l'importance de l'IA aujourd'hui est de plus en plus lourde et sera dans le futur de plus en plus lourde pour la simple et bonne raison que l'IA va devenir, retenez bien le terme aussi, l'IA va devenir agentique. Agentique, c'est-à-dire que l'IA va pas simplement faire des questions-réponses que l'on a sur un prompt à travers ChatGPT, Mistral, Perplexity, etc. Va pas simplement vous donner des réponses et puis après vous lisez la réponse et puis vous faites quelque chose. Attention, la prochaine étape de l'IA pour 2025, c'est de devenir agentique, c'est-à-dire que l'IA maintenant va agir. Et si je suis une marque, par exemple, je vais demander à l'IA de m'établir des contacts avec les... Je vais dire à l'IA, dans mon logiciel de marketing d'influence, dresse-moi la liste des 5 sportifs les plus influents dans ce sport. Compare dans un tableau leur nombre de followers sur Instagram et leur nombre d'abonnés sur YouTube et donne-moi les marques qu'ils sponsorisent déjà ou qu'ils utilisent déjà. Et l'IA va aller chercher votre nom, le nom de votre concurrent, le nom de votre confrère, collègue, je ne sais pas comment vous appelez entre sportifs, et va me faire un tableau. Et vous comprenez bien que si vous n'êtes pas dans ce tableau, ou si on prend un autre cas, je dis donnez-moi les 5 marques d'électroménager les meilleures pour établir un devis, pour faire un appel d'offres, pour répondre à je sais pas quoi, l'implantation d'un immeuble, on a besoin de 200 lave-vaisselle, donc je demande à l'IA, envoie des devis aux principales marques de lave-vaisselle que je pourrais utiliser pour meubler mes appartements. L'IA va faire son tableau, va faire sa recherche, et si votre marque de lave-vaisselle ou si vous, en tant que sportif, vous n'apparaissez pas dans le tableau de l'IA, la personne ne va pas aller faire une recherche supplémentaire. Elle va se contenter des 5 résultats donnés par l'IA. Elle va envoyer directement des demandes de devis aux sociétés ou aux sportifs ou aux influenceurs pour avoir une réponse. Et les réponses vont être envoyées non pas à la personne, mais directement à l'IA avec une adresse mail spéciale. L'IA va analyser les retours et va faire un tableau final en disant voilà, influenceur numéro 1, il coûte tant pour tant de followers, avec tel taux d'engagement, colonne numéro 2, influenceur numéro 2, il a tant de followers, tant d'abonnés, tel taux d'engagement et le sponsoring chez lui coûte tant, etc., etc. Donc vous comprenez que l'IA devenant agentique, donc elle va maintenant agir, elle va remplir, non pas le travail, mais la tâche d'une personne, il est d'autant plus important d'être là dans l'IA. Donc je vous remontre ma grande phrase assez illisible, capacité à être trouvée sur le web, dans l'IA, dans les magasins d'applications, sur les réseaux sociaux, ça va de soi, dans les e-boutiques, et bien sûr, dans la grande saga des produits Google, dans Google Maps. Il n'y a pas que Google Maps dans la vie, il y a aussi Google Travel, Google Shopping, bien sûr, dans les podcasts, et bien sûr, pourquoi pas dans les magasins de jeux vidéo ou à l'intérieur des jeux vidéo, et aussi, si vous devez un jour recruter quelqu'un, dans ce qu'on appelle les job boards, comment faire pour que votre annonce qui consiste à dire je cherche un apprenti ou je cherche un stagiaire ou je cherche un assistant pour tel poste comptable, RH, marketing, communication, commercial. Comment faire pour que votre offre d'emploi arrive en première position quand un chercheur d'emploi cherche quelque chose. Donc vous voyez, le search, le référencement
ou le SEO, c'est une volonté d'être visible pour être trouvé dans toutes les situations. Et j'ai regroupé là 5 grandes situations dans lesquelles on a vraiment très 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 envie d'être visible. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la situation physique. Vous avez un magasin, vous avez une enseigne, vous avez un garage, vous avez une station essence, une pharmacie, n'importe quoi. Ben dans le monde physique, il faut que vous soyez visible. Si vous n'êtes pas visible, les gens ne rentreront pas chez vous. Bien sûr, être visible sur le web, bien sûr, et ne faites pas l'erreur, je compte sur vous pour ne pas faire l'erreur, mais je compte surtout sur vous pour expliquer aux entreprises qu'elles ne doivent pas faire l'erreur de confondre le web et le mobile. Le web, comme vous le savez, c'est le web, Internet, accessible via un navigateur, en anglais un browser, dans lequel il faut taper une URL, www, enfin, pour ceux qui connaissent un peu, https://www machinchose.com, ça c'est le web. Et le mobile, excusez-moi d'enfoncer des portes ouvertes, hein, j'imagine que vous savez déjà tout ça, mais combien d'entreprises ne veulent pas voir cette évidence clairement, et j'aime en premier lieu à un magnifique site internet et se dit, bah, puisque mon site internet est là, à quoi ça sert d'avoir une app? Vous le savez bien, une app, c'est complètement différent d'un site internet. L'app, elle est dans notre écran, sous nos yeux tous les jours, et d'un simple clic, on est connecté et on va directement à l'endroit que l'on souhaite. Donc, résister aux entreprises qui vous disent « Oh, ben, c'est pas la peine de faire une app, notre site, il est RWD. RWD, ça veut dire Responsive Web Design. Ça veut dire que le site, il est visible aussi bien sur un écran géant 50 pouces téléviseur que sur un laptop de 15 pouces, que sur un mobile de 5 pouces. Donc effectivement, les sites internet sont responsive, donc c'est-à-dire qu'ils s'adaptent à la taille de l'écran, mais ne confondez surtout pas un site internet et le mobile. Donc attention, il y a bien d'un côté une visibilité sur internet et de l'autre côté une visibilité sur le mobile et dans les apps. Et puis bien sûr une visibilité sur les réseaux sociaux. Elle est évidente, hein, je ne vais pas vous la développer, vous savez quelle est l'importance, l'ultime importance de la visibilité sur les réseaux sociaux. Si on veut faire un buzz, si on veut être remarqué, si on veut faire des vues, si on veut faire de l'engagement. Et puis, dernier point, la visibilité dans le métavers. Alors attention, la prochaine slide pique les yeux. J'en suis sincèrement désolé. Mais c'est une slide qui est impérative à comprendre si vous voulez rentrer dans le monde du référencement. Alors attention, ce n'est pas, ne faites pas ça chez vous, c'est très compliqué. Voilà, la prochaine slide, c'est la slide qui reprend l'équation générale du référencement, je vais vous l'agrandir dans une seconde, l'équation générale du référencement avec toutes les sous-parties du référencement. Alors là, je vais juste vous donner les titres. Qu'est-ce que, on l'a déjà travaillé ensemble, qu'est-ce que le SEO, qu'est-ce que le SEA, etc., etc. Et puis, dans la suite du cours, je reviendrai en détail sur chacun de ces points. Mais il est important que vous ayez la vue complète de l'équation complète de ce fameux search qui est égal au référencement qu'on égalise parfois avec le SEM, SEM pour Search Engine Marketing. Donc le search, c'est égal au référencement, c'est égal au SEM, et tout ceci est égal à les six premiers termes, donc SEO plus SEA plus ASO plus SMO plus local plus retail média. Je vais vous expliquer tous ces termes, mais bon, voilà l'équation. Plus ce qui est en rose et en bas de la slide, ce qui est en rose et en bas de la slide, c'est-à-dire, je me mets pour ne pas gêner, c'est-à-dire le
SXO, je vais vous expliquer ce que c'est, le GEO, le SGE et le SAIO. Donc, ce qui est en noir correspond au web et ce qui est en rose correspond à l'IA. Donc, être présent sur le web, c'est les 6 termes qui sont en noir. Être présent dans l'IA, c'est les 4 termes. Il y en a un 5e qui va arriver, mais bon, je vous en fais grâce pour aujourd'hui. Être présent dans l'IA, c'est les 4 termes qui sont en bas et qui sont en rose. Ça nous donne, donc je vais vous donner les significations de tous ces termes, bien sûr. SEO, je vous l'ai déjà dit, le premier terme, c'est le Search Engine Optimization. Le SEA, c'est le Search Engine Advertising. Le ASO, c'est le App Store. C'est pas Amaury-Sport Organisation pour le Tour de France, c'est App Store Optimization. Le SMO, c'est Social Media Optimization. Le local, c'est tout ce qui est Google Maps. Et le retail media, c'est tout ce qui est les sites de e-commerce, les e-boutiques. Et on verra après tout ce qui concerne l'IA. Donc pour détailler la première partie de cette équation, voilà la déclinaison de tout ça. Alors désolé, tout ça est plein de mots complexes, mais très honnêtement, on ne peut pas parler de référencement si on n'évoque pas ces mots complexes. L'objectif, je vous l'ai dit en tout début de séance, l'objectif, c'est cette fameuse visibilité. On veut être visible. Et pour pouvoir être visible, eh bien, malheureusement, c'est comme ça, c'est la règle, c'est la dure loi du marketing digital, de la communication. Ben, il faut se taper tous ces points. Et les marques qui arrivent en première position dans Google et qui arrivent en première position dans l'App Store et qui arrive en première position dans Google Maps et qui arrive en première position sur Amazon et qui arrive à être cité par les moteurs d'intelligence artificielle, et ben ce sont celles qui font tout ça. Alors désolé, c'est compliqué, mais c'est la réalité. Donc ne vous effrayez pas de tout ça. Tout ça est très complexe d'un premier abord, mais quand on rentre dedans, chaque point pris séparément est très simple. Donc ça nous donne, si on veut regarder le détail de chaque terme, ça nous donne le SEO, le SEA, le SMO, etc. Donc là, vous avez quelques indications. Je vous laisserai les lire à tête reposée. Et pour ce qui est de l'IA, on tombe dans le SGE. Dès qu'il y a un G, ça veut dire Generative. Donc par exemple, vous avez là la définition, là je le souligne avec ma souris, de GEO. GEO, ça veut dire Generative Engine, donc les engins de IA générative, donc Perplexity, ChatGPT, Mistral bien sûr, Le Chat bien sûr, mais aussi Grok. Grok 3 qui fonctionne extrêmement bien. J'ai fait les premiers essais ce matin de Grok 3 qui est l'IA de l'application X ou X si vous voulez le prononcer à l'anglaise. Et Grok 3 fonctionne extrêmement bien en mode research et ça fonctionne extrêmement bien. Donc voilà, le GEO c'est Generative Engine Optimization, donc comment être présent dans les moteurs de génération. Je vous ai fait un tableau, un nuage de mots avec plein de mots. Encore une fois, c'est pas pour être utilisé directement. Vous aurez les slides pour les regarder à tête reposée. Il y a un quiz qui porte sur tout ça. Vous pourrez le faire aussi à tête reposée tranquillement. Mais cette page, elle a juste pour objectif de vous montrer tous les éléments qui composent cette matière, de la visibilité ou du search, et vous allez pouvoir juger de votre compréhension de cette matière, tout simplement avec vos réactions par rapport à tout ça. Est-ce que tous ces mots vous apparaissent quelque part assez connus, assez classiques, vous les maîtrisez, et si vraiment vous comprenez rien, ça veut dire que vous devez encore beaucoup travailler pour être
familier avec tous ces concepts. Et encore une fois, hein, c'est bien le travail qu'on va vous demander en entreprise si vous êtes à la communication et si ben, on s'aperçoit que votre marque, votre entreprise n'est pas assez visible, eh ben, on vous demandera d'accélérer cette visibilité et donc de remplir tous ces rôles et de faire toutes ces matières. Alors, un petit passage, je vous ai comme d'habitude mis les choses importantes en début de, en début de webinaire, en début de cours. Ce qu'il faut que vous compreniez pour être efficace aussi bien en IA que en Google, on va appeler ça Google pour faire un seul mot facile à comprendre, il faut que vous compreniez l'anatomie simplifiée, parce que je n'ai pas voulu vous mettre toutes les étapes en 7 étapes, l'anatomie simplifiée d'une recherche. Et donc, il faut que vous preniez conscience que lorsque vous faites une recherche, on va dire dans Google pour faire plus simple, mais lorsque vous faites une recherche sur n'importe quoi, vous ne recherchez pas directement sur le web. Quand vous faites une recherche, vous recherchez, et c'est ça que je vais vous montrer dans cette anatomie, vous recherchez dans ou sur une copie du web qui a été fait par des moteurs qui ont scrollé le web pour vous proposer ces différents résultats. Donc regardons en détail cette anatomie d'une recherche. Donc là vous avez l'étape 1. L'étape 1 ici, vous avez un robot, on appelle ça un bot, on prend que les 3 dernières lettres, un bot. Le mot robot vient du verbe russe travailler, rabota, et donc on a pris le terme robot, c'est celui qui travaille. Donc il y a un robot, chez Google il s'appelle le Googlebot, donc il y a Googlebot qui est un moteur, qui est un robot qui va copier tous les sites internet qui existent au monde et qui va aller de lien en lien, ça s'appelle crawler, qui va aller de page en page, de site en site, de média en média, de blog en blog, de tweet en tweet, de post en post, qui va aller tout copier. Et dès qu'il trouve un contenu nouveau, il fait ce qu'on fait tous, copier, coller. Et donc, il met toute la copie d'Internet dans sa propre base de données. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc le robot Google, Googlebot, vient sur votre site et il vient copier la première page et il la met dans ses serveurs. Et puis, il va prendre tous les liens de la première page, les liens qui vont sur Insta, les liens qui vont sur X, les liens qui vont sur Strava, les liens qui vont sur Reddit, les liens qui vont sur la page 2, la page 3, la page 4, la page 5, et il va de lien en lien, et il va copier ce qui figure sur vos différentes pages. Et donc, si votre site comporte 25 pages, eh bien, il va aller de lien en lien, copier les 25 pages et les coller dans sa base de données. Ensuite, étape 2, l'utilisateur fait une recherche sur son navigateur. Voilà, il dit « Je cherche les meilleures stations de ski », par exemple. Il envoie sa requête de son navigateur vers le moteur choisi. Je vous signale au passage qu'il est extrêmement important de ne pas confondre un navigateur et un moteur de recherche. Les navigateurs, il y en a une dizaine, grosso modo. Le plus connu, c'est Chrome. Chrome est un navigateur. Le deuxième, c'est Safari. Le troisième, c'est Edge. Le quatrième, c'est Firefox. Le cinquième, c'est Opera. Moi, j'en utilise encore un autre qui s'appelle Brave. Et puis, il y en a encore d'autres qui s'appellent Arc, etc., etc., etc. Ça, ce sont des navigateurs, en anglais browser. Et de l'autre côté, il y a des moteurs de recherche, des search engines. Et
on utilise à 95% du temps Google, mais il en existe d'autres. Il existe Bing, il existe DuckDuckGo, il existe plein d'autres moteurs de recherche qui permettent de faire des recherches. Donc les deux choses sont différentes. Donc je reviens à mon anatomie d'une recherche. Donc, l'utilisateur saisit quelles sont les meilleures stations de ski pour telle et telle activité. Le navigateur envoie la requête au moteur choisi. Et là, 4, super important, j'aurais dû le mettre en gras, là, ça n'y est pas, mais je le ferai pour la prochaine fois. Le moteur effectue la recherche sur sa propre base de données et trouve les réponses. Ensuite, le moteur sélectionne les mots-clés pour toutes les personnes qui veulent faire des publicités par rapport à ces mots-clés. Et le 6, retenez bien le mot en gras ici, SERP. Encore une fois, 1000 fois désolé de tout ce vocabulaire très complexe. Vraiment désolé. Mais en 6, là vous l'avez sous ma souris, le moteur retourne une SERP. Et c'est un mot tellement important qu'aujourd'hui, c'est devenu un mot commun. On parle de la SERP. S-E-R-P, ça veut dire... S-E veut dire Search Engine, comme d'habitude, et R-P veut dire Result Page. Donc la SERP, ou la SERP, c'est la Search Engine Result Page. C'est tout simplement, vous en avez déjà vu des milliers, mais vous ne savez pas que ça s'appelle une SERP, c'est tout simplement la page de résultats que vous retourne Google quand vous avez envoyé votre recherche. Donc Google fait toutes ces tractations en arrière-plan pour la pub, pour les snippets, pour les knowledge graphs, pour plein de choses, et vous avez 1000 fois l'habitude de ça, hein. Google vous envoie une page de résultats. Cette page de résultats, on utilise tellement souvent ce mot de page de résultats qu'on l'appelle la SERP, Search Engine Result Page, avec les pubs, avec les informations, avec les mots-clés et avec bien sûr la liste des sites qui sont nécessaires. Ce qui vous explique, cette anatomie d'une recherche, ce qui vous explique que certaines pages ne sont pas, elles sont bien sur Internet, hein, elles existent bien, mais elles ne sont pas encore dans Google. Donc Google ne peut pas vous donner des liens vers ces pages pour la bonne et simple raison que l'opération numéro 1 que vous avez dans le diagramme précédent n'a pas été faite. Tant que le robot Google n'est pas venu visiter votre page, eh bien il est impossible, vous comprenez, que cette page figure dans la SERP. Elle existe sur Internet, c'est-à-dire que quand on tape l'URL de cette page, on y arrive. Quand on tape le lien de cette page, on y arrive, on la voit, on peut la lire. Mais quand on la cherche dans Google, elle n'existe pas. Parce que le robot n'est pas encore venu. Et je voulais juste au passage vous montrer une page de recherche de Google toute simple. Je vous la montre en grand. Quand vous cherchez j'aime bachelor marketing, eh bien, le premier lien, c'est un lien payant, il y a marqué sponsorisé de j'aime. Le deuxième lien, c'est le bachelor BDBD. Le troisième lien, c'est encore Google. Et le quatrième lien, c'est le site que vous connaissez qui s'appelle j'aime bachelor marketing chez moi, chefdeproduit.com. Donc je suis on compte pas la pub. Je suis j'aime est premier, deuxième. Et moi, je suis troisième ici. Et si vous cliquez sur ce lien, vous arrivez sur la page que vous connaissez avec toutes les infos sur le cours. J'en profite pour faire un petit passage sur ce cours. Donc, c'est le j'aime bachelor DBD et SHN. J'ai fait qu'une seule page pour les deux.
Vous avez là bien sûr mes coordonnées, n'hésitez pas à me laisser des WhatsApp ou à m'envoyer des emails. Donc au passage, je vous le redonne, mon numéro de téléphone est ici et mon email est ici, hubert@kratirov.com. N'utilisez pas celui de j'aime. Là, vous avez des petites photos sympathiques. Et là, vous avez ce qu'on ne fait pas ensemble parce que nous sommes trop peu nombreux ensemble simultanément. Tous les exercices qu'on fait en groupe normalement, donc là vous en avez un certain nombre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça va jusqu'à une trentaine je pense, voilà, 33, un exercice sur les NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, sciences de l'information et sciences cognitives, quelques ressources intéressantes, quelques livres, un des livres que j'ai écrit, chef de produit, un autre livre que j'ai pu écrire ici, le marketing digital de A à Z. Vous avez après des petites fiches qu'on appelle des flipcards qui vous permettent de faire des révisions. Donc là, si vous cherchez ce qu'est l'UX ou le CX, ben vous avez ici physique, web, mobile, social et métavers. C'est ce que je vous disais il y a quelques instants sur la visibilité. Qu'est-ce qu'une SERP? Vous voyez là la flashcard numéro 4. Je clique dessus et je vois Search Engine Result Page avec la définition, la première page que le moteur vous donne quand vous cliquez sur Entrée, etc., etc. Backlink, très intéressant, EEAT, très intéressant, position 0, c'est tous les termes qu'on va voir aujourd'hui, ça vous aide à réviser si vous avez envie de réviser. Puis après, vous avez la section des slides. Donc là, c'était le cours numéro 1 du 16 décembre et du 3 février. Vous pouvez télécharger les slides en une slide par page, 16 slides par page, ou le slideshow complet, ou encore le slideshow avec la prise de notes. Là, vous pouvez télécharger la vidéo, enfin regarder la vidéo, et là, faire le quiz. Donc je précise pour tous ceux qui écoutent cette vidéo avec un décalage, le quiz reste ouvert du 10 février au 30 mars, mais attention, il fermera jeudi 30, mais je ne sais pas quand sera le dernier cours, mettons plutôt le 15 mars. Attention, ce quiz ferme le 15 mars, et si vous ne l'avez pas fait d'ici le 15 mars, mais vous aurez malheureusement un 0 sur cette activité-là. Pareil pour l'épisode 2 du 10 février qui portait sur la nouvelle économie. Pareil pour l'épisode 3 du 13 février qui portait sur les stratégies. Pareil pour le cours de la dernière fois, l'épisode 4 qui portait sur le contenu, 17 février. Donc là, j'attends vos quiz ici. Et l'épisode d'aujourd'hui, épisode 5, qui porte sur le search, donc 20 février, c'est bien aujourd'hui. Et vous pouvez downloader toutes les slides, 16 slides par page, les voir en HTML et les voir en HTML avec prise de notes. Et la vidéo sera disponible ce soir ou demain sur cette case rouge ici. Et j'attends de vous que vous fassiez le quiz numéro 5. Il est ouvert au début du cours et il sera fermé le 15 mars. Mais d'ici là, vous avez le temps de le faire. Mais attention, si vous attendez le 15 mars pour tout faire, vous aurez 15 heures de vidéo à regarder et 15 quiz à faire. Il me semble que ça va être très difficile, même si vous êtes des champions de l'extrême, ça me paraît être difficile à faire. Sur Moodle, attention sur Moodle, je mets pour l'école que le strict nécessaire. Moodle est une grosse daube, donc voilà, je vous mets juste le quiz, les slides et la vidéo, mais il n'y aura pas il y aura rien d'autre sur Moodle parce que ça marche, c'est très complexe à mettre en place et ça ne m'intéresse pas du tout de passer des heures sur Moodle pour le mettre à jour. Je le fais de manière plus agréable et plus facile sur ma plateforme et vous avez strictement la même chose. Donc revenons à notre anatomie d'une recherche. Donc vous avez compris le principe. Et je voulais vous montrer le résultat sur la recherche j'aime Bachelor Marketing. Donc j'arrive en 3e position avec mon site, tout simplement parce que mon site est fait avec les bons outils que je vais vous expliciter maintenant. Alors, un terme extrêmement important qu'il faut que vous reteniez, donc 2 termes à retenir. Premier terme qui est le 0 clic.
Alors, zéro clic est un terme très 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 précis. C'est tout simplement, encore une fois, hein, je ne fais ici que vous répéter des choses que vous savez déjà parce que vous le faites tous les jours quand vous naviguez sur Google. Simplement, vous ne savez pas que ça s'appelle zéro clic et vous ne savez pas comment faire pour que votre entreprise, votre produit ou vous-même soyez dans cette position. Et c'est extrêmement important d'y être. Le zéro clic, c'est tout simplement quand Google, je me permets d'utiliser maintenant l'expression consacrée, Google, dès la SERP, donc dès la page de résultats, dès la Search Engine Result Page, Google, dès la SERP, vous donne déjà la réponse à la question que vous posez, sans, et c'est pour ça que ça s'appelle zéro clic, sans que vous ayez besoin de cliquer sur un des liens qu'il vous indique. Je m'explique, je vous donne un exemple, mais vous, encore une fois, vous connaissez ça par cœur. Si vous demandez à Google quel est l'âge d'Emmanuel Macron, Google va vous répondre directement Emmanuel Macron a 45 ans. Vous n'avez pas besoin de cliquer sur le site de Gala, de Voici ou de Wikipédia pour avoir une nouvelle page qui s'ouvre qui vous indique l'âge d'Emmanuel Macron. Google vous répond directement. Et même Google, avec son intelligence artificielle, répond aux questions que vous ne vous posez pas encore, c'est-à-dire, on appelle ça des People Also Ask, des PAA, People Also Ask, et il va vous donner tout de suite l'âge de Brigitte Macron et l'âge de Justin Trudeau, parce que de manière générale, les gens qui cherchent l'âge de Emmanuel Macron cherchent après l'âge de Brigitte et cherchent après l'âge de Justin. Donc ils vont vous donner ces trois âges respectifs. Ou, autre cas de figure, vous cherchez les paroles d'une chanson, vous tapez lyrics ou paroles avec le nom de la chanson, le titre de la chanson, et Google vous affiche directement, dès la SERP, dès la SERP, vous affiche directement les paroles de la chanson. Il y a 5 ans, pour ceux qui s'en souviennent, il y a 5 ans, Google vous affichait une liste de sites avec, dans cette liste de sites, des liens sur lesquels il fallait cliquer pour arriver sur un site qui vous donnait les paroles de la chanson avec, si vous vous souvenez, plein de pubs qui arrivaient à droite, à gauche, au milieu de cette parole, de cette chanson. Donc il y a des sites, et ça il faut que vous compreniez ce changement de business model, il y a des sites qui gagnaient de l'argent à récolter les paroles de chansons, à les mettre sur leur site et à truffer ça de pubs. Chaque pub affichait leur rapportait 15-20 centimes, donc ils étaient tout contents à la fin de la journée parce qu'ils avaient gagné 50, 100, 200 euros, rien qu'en affichant des pubs dans des paroles de chansons. Eh bien, ces sites aujourd'hui se trouvent sans revenus publicitaires, puisqu'il n'y a plus besoin de cliquer sur ces sites. Google vous donne directement le résultat. Maintenant, imaginez le carnage de ce zéro clic si Google vous donnait directement tous les résultats de ce que vous cherchiez, sans que vous ayez besoin de cliquer sur le site de Decathlon, sans que vous ayez besoin de cliquer sur le site de EasyJet, sans que vous ayez besoin de cliquer sur le site de Amazon, sans que vous ayez besoin de cliquer sur aucun site. Eh ben, c'est un peu la problématique de l'IA. L'IA vous donne des résultats, vous met des liens en référence, mais vous donne directement le résultat et vous vous contentez du résultat sans avoir besoin d'aller visiter les sites des marques, les sites des champions, les sites des magasins ou les sites des compagnies aériennes, ce qu'on appelle le Google Travel ou le Google Shopping ou le Google Maps. Et donc là, vous avez un terrain, c'est pour ça que ce zéro clic, je vous le remets en gros, ce zéro clic est d'une importance stratégique qui annonce le chamboulement qui est fait par l'IA.
Autre terme extrêmement important, j'espère que je ne vous ai pas perdu avec tout ce déferlement d'informations. Je pense que c'est assez facile pour vous parce que je mets des mots techniques sur des choses que vous voyez tous les jours sur Google, sur vos recherches ou dans l'IA. Donc c'est des choses qui vous sont très familières côté utilisateur. Donc je pense que tout ce que je vous dis là fait sens et c'est assez facile à comprendre, sauf que j'y mets les mots techniques du métier que vous devez apprendre parce que ce sera demain votre métier si vous faites de la communication, si vous faites du marketing. Il est hors de question de ne pas savoir ce que c'est que la SERP et il est hors de question de ne pas savoir ce que c'est que le SEO et de savoir comment se passe une recherche. C'est vraiment les choses c'est le B à bas qu'on vous demande. Donc j'espère que tout ça vous est utile. N'hésitez pas à le dire. Alors là, ce sera assez bref sur l'échange, mais n'hésitez pas à me le dire. Deuxième terme, s'il y en avait que deux, ce serait simple, mais autre terme dont je voudrais vous parler, mais là beaucoup plus rapidement que le zéro clic, c'est le cookie-less. Donc c'est un monde dans lequel nous arrivons et qui est un monde sans cookies. Alors, qu'est-ce que le cookie? Le cookie, c'est un petit fichier informatique, un fichier de texte écrit en JSON qui est sur votre ordinateur et que, attention, c'est assez complexe, c'est assez technique, que le site que vous visitez pose sur votre ordinateur. Donc admettons, vous visitez le site Decathlon, Decathlon pose un cookie sur votre ordinateur. Ça ne s'arrête pas là. Le second site que vous visitez, imaginons que vous visitiez le site de Salomon, vous visitez le site de Salomon, et bien Salomon peut lire dans votre ordinateur le cookie que Decathlon a laissé qui dit que vous avez recherché une paire de chaussures de running et que vous avez regardé des Nike Vapo je sais pas quoi à 300 € et que vous avez regardé aussi un cuissard, je vois les cyclistes sous mes yeux là, et que vous avez regardé aussi je sais pas quoi d'autre. Et donc le site de Salomon est informé que vous avez déjà fait une recherche chez Decathlon. Et puis, si vous allez sur un troisième site, genre Lululemon, je ne sais pas si vous connaissez Lululemon, j'aime beaucoup cette marque américaine, eh bien, le site de Lululemon que vous visitez en troisième position va pouvoir lire les cookies que Decathlon a laissés sur votre ordi, que Salomon a laissés sur votre ordi, et donc Lululemon est informé que vous avez visité Decathlon et Salomon avant de venir sur leur site. Et donc, ils peuvent faire varier leur proposition de produits, ils peuvent faire varier leur tarification, ils peuvent faire varier différentes choses pour tenir compte du fait qu'ils ne sont pas les premiers à être visités. Donc ça, c'est assez important de comprendre toutes ces informations-là et de comprendre que certains navigateurs, alors ne vous trompez pas dans ces appellations, pardon, certains navigateurs ont interdit la lecture des cookies tiers. Vous avez toujours les cookies première partie qu'on appelle first party data. Mais certains sites, certains navigateurs, excusez-moi, comme Safari ou comme Firefox, ont décidé, donc Safari de Apple, Firefox de la fondation Mozilla, ont décidé d'interdire la lecture des cookies posés par des marques qui ne sont pas la vôtre. Donc vous pouvez lire les cookies Decathlon si vous êtes Decathlon et que la personne revient 2-3 jours après. Vous ne pouvez pas lire les cookies déposés par Salomon et Lululemon, pour reprendre mon exemple précédent. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le cookie-less. Et ce cookie-less, bien sûr, est un élément extrêmement important à comprendre si on veut comprendre la nouvelle bataille qui se passe sur le web entre les différentes marques. Donc voilà différentes
différentes informations que je voulais partager avec vous. Encore quelques petites informations aussi quand même pour vous dire que le zéro clic aujourd'hui représente, là vous l'avez dans le graphique, la partie grise là, 65% des recherches sont des recherches qui sont faites en zéro clic. C'est-à-dire que euh, la marque, la marque ne voit pas son site visité, tout simplement pour la simple et bonne raison que Google donne directement la réponse. Et donc, ben, c'est pas la peine que l'internaute clique sur un lien. Il a directement sa réponse dans Google. C'est ce qu'on appelle le fameux zéro clic. Donc, vous voyez que ça prend de plus en plus d'importance et encore plus d'importance sur le mobile et le mobile qui représente 80% des recherches et encore plus d'importance quand il s'agira de parler d'IA. Donc voilà les différentes choses. J'aimerais qu'on fasse non pas une pause, parce qu'il n'est pas temps de faire une pause, mais j'aimerais qu'on parle très rapidement de ce SEO à l'intérieur, pour vous donner une taxinomie qu'on avait déjà essayé de faire ensemble. Vous parlez du SEO à l'intérieur de toutes les actions qui sont des actions de marketing digital ou de communication digitale. Donc, où se place le search dans la communication digitale? Ben, il se place tout simplement, moi je l'ai mis en troisième position, on peut le mettre en première, en deuxième, peu importe, mais il fait partie des 6 grands pôles du marketing digital, avec bien sûr le pôle technique, avec le pôle sur la data et sur les recherches, avec le pôle sur la stratégie, je vous agrandis la chose quelques instants, avec le pôle sur le web commerce et avec le pôle sur la publicité. Donc, si vous voulez juste en un mot que je vous fasse l'anatomie, encore une fois, d'une communication sur Internet, ben, d'un côté, il faut des dispositifs techniques pour que vous puissiez saisir votre communication, saisir votre contenu, publier votre post, écrire votre texte et publier votre photo. Donc ça, c'est la partie technique. Qu'est-ce que vous avez comme serveur? Qu'est-ce que vous avez comme système de publication? Ça peut être du WordPress, ça peut être autre chose. Donc, quelle est la partie technique? Après, comment est-ce que vous faites les recherches sur votre site pour savoir combien de visiteurs vous avez? C'est le deuxième point. Le troisième point, c'est le search qu'on fait aujourd'hui. Le quatrième point, c'est le contenu. Qu'est-ce que vous publiez comme contenu? Quelle est la tonalité? Quel est l'axe? Quel est le détail de technicité que vous avez? Et donc tout ça apparaît dans ce graphique-là, un petit peu grand, qui dit ben, tout ce qu'on a à faire quand on doit faire de la communication digitale. Alors là, c'est présenté sous forme de, on l'avait déjà travaillé ensemble, mind mapping. Mais on peut le présenter aussi sous forme d'un arbre. Et là, vous avez un arbre qui est celui de Mike Robinson, qui nous dit, là, vous avez tout en bas le contenu, le branding, la stratégie, et vous avez ici le search avec le engine marketing, et là, en tout petit, je ne sais pas si vous arrivez à lire, le SEO. Donc, il y a d'autres arbres qui existent. On va pas y passer des heures et des heures, mais vous voyez, il y a ce référencement naturel ici, le SEO. Et après, il y a les réseaux sociaux, il y a le marketing de contenu qu'on a vu la dernière fois, il y a plein d'autres choses. Et bien sûr, quelque part, il y a la stratégie qu'on a vue la fois d'avant aussi, etc., etc. Donc il y a plein de représentations. Je vous laisse lire ça dans les slides et je vous pose une question rhétorique parce que nous sommes trop peu nombreux en ligne pour jouer le jeu des questions-réponses, mais néanmoins, voilà la question. Quels sont les... Et ça fera partie aussi du quiz que vous aurez à faire à l'issue de ce cours. Issue de secours, jeu de mots sur issue de secours et à l'issue de secours. Toujours marrant de faire des jeux de mots. Où est-ce qu'on
fait des recherches. Alors, le premier endroit où on fait des recherches, c'est bien sûr Google. C'est là-dessus qu'on recherche le plus souvent. Vous avez la SERP qui s'anime ici et qui est très marrante. Le deuxième, je vous laisse réfléchir quelques instants. Quel est le deuxième endroit où on fait des recherches? Tic, tac, tic, tac. Le deuxième endroit où on fait des recherches, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est un réseau social. Et ce réseau social, c'est YouTube. YouTube, c'est le deuxième endroit où les gens vont chercher tuto pour réparer ceci, tuto pour faire cela, etc. etc. Pensez à YouTube comme deuxième endroit de recherche. Troisième endroit de recherche, essayez d'imaginer quel est le troisième endroit où on fait des recherches. Peut-être vous les avez sous les yeux parce que vous avez déjà les slides sur les yeux, mais peu importe. Le troisième endroit, c'est Amazon. Donc, vous vous doutez bien que mon raisonnement est le suivant. Dans ces trois endroits où les utilisateurs, les audiences font des recherches, qui dit recherche dit visibilité pour être trouvé en première position. Donc aussi bien dans Google que dans YouTube, que dans Amazon, alors pas uniquement Amazon, Decathlon aussi, Cdiscount aussi, les magasins d'applications aussi, les magasins de jeux vidéo aussi, etc., etc. Et puis le quatrième endroit, ça va être TikTok, où on fait des recherches. Donc les gens font des recherches de plus en plus sur TikTok, notamment la génération alpha. La génération alpha, ils en sont carrément à chercher un plombier ou un restaurant uniquement sur Instagram et TikTok. Et quand on leur dit, ça pourrait être utile de le rechercher dans Google Maps, puisque si vous cherchez un restaurant ou un plombier, c'est pour aller dîner ou déjeuner, ou c'est pour que la personne intervienne chez vous. Donc, autant prendre quelqu'un de géolocalisé. Il dit, non, je le trouve sur TikTok, je le trouve sur Instagram. On risque de trouver sur TikTok et Instagram des gens qui habitent à 500 000 km, qui sont peut-être pas très intéressants, mais bon, peu importe. Sur TikTok, sur Instagram, sur Snap, pour d'autres produits plus ou moins licites, et sur YouTube, 4 réseaux sociaux dans lesquels on fait beaucoup de recherches. Et le cinquième endroit, il fallait en parler bien sûr, c'est dans tous les logiciels d'intelligence artificielle, et c'est là-dessus qu'on va effectuer de plus en plus de recherches. Donc on va parler quelques instants maintenant de la fameuse SERP, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un mot qui est passé dans le langage commun. On parle de SERP très 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 fréquemment et très habituellement. Je vous en montre une, mais c'est même pas la peine parce que vous en avez tous les jours sous les yeux. Mais ce que je veux surtout vous montrer, c'est la partie de Google Shopping, la partie des publicités et la partie des résultats organiques. Pareil sur mobile. Donc c'est extrêmement important de bien comprendre ces différentes interpellations. Et j'aimerais terminer ce cours sur le SXO. Donc vous le savez, quand on met un X quelque part, très souvent ça veut dire expérience. Et donc le SXO, c'est ce que Google cherche à accomplir et qui s'appelle donc le Search Experience Optimization. Et Google cherche à, tout simplement, vous le comprenez très facilement, ce que cherche Google, c'est de rendre votre expérience de recherche la plus agréable possible, la plus fluide possible. Et comment rendre cette recherche la plus agréable possible? C'est l'alliance du SEO plus de l'UX, User Experience. Dites bien UX. J'ai encore tellement de professionnels qui se trompent sur ce terme UX. Dites au choix soit UX, soit UX, mais pas entre les deux. Donc le SEO plus l'UX, ça nous donne du Search Experience
Optimization. Optimization, sorry. Et donc, et je vous pose la question, mais vous avez la réponse déjà sous-entendue dans mon propos, quelle est la manière la plus agréable, quelle est la manière la plus efficace quand on recherche quelque chose? Ben, c'est d'avoir directement la réponse. Et c'est pour ça que le moteur Google pourrait s'appeler, si on voulait pousser un petit peu la métaphore, pourrait s'appeler aussi bien un moteur de réponse. Est-ce que Google est un moteur de recherche? Oui, parce qu'on fait nos recherches. Mais Google cherche à devenir un moteur de réponse, donc à vous faire directement la réponse. Et c'est en cela qu'il faut bien comprendre l'intérêt d'être en position 1 ou en position 0 ou en 0 clic, et de manière d'autant plus importante que les recherches se font de plus en plus sur mobile et les recherches se font de plus en plus à la voix. Et donc la recherche la plus fréquente, c'est de prendre son téléphone et de dire Google, trouve-moi le restaurant le plus proche qui est ouvert et qui fait des pizzas aux ananas, si vous avez l'outrecuidance de manger des pizzas aux ananas. Et donc, au-delà d'être un moteur de réponse, Google peut aussi devenir un moteur de publicité, et c'est donc là-dessus que Google gagne le plus d'argent, c'est en vous montrant la publicité liée aux mots-clés et à la géolocalisation et à l'intention que vous avez. On appelle ça des micro-moments, les moments où vous voulez aller quelque part, les moments où vous voulez savoir quelque chose, les moments où vous voulez acheter quelque chose, ou les moments où vous voulez tout simplement faire quelque chose, ce qu'on appelle les micro-moments. Et bien, en fonction de ça, Google va vous afficher les bonnes publicités. Et donc, si vous avez les bonnes publicités sous les yeux, il est fort probable que vous cliquiez sur les pubs et les liens et que vous fassiez gagner un peu plus d'argent à Google. Alors, pour terminer ce cours sur le SEO, et puis je vous laisserai regarder les slides et trouver d'autres informations par vous-même, je voudrais vous donner juste quelques informations sur le SEO et comment faire un bon SEO. Donc, il y a plusieurs niveaux de SEO. Ce qu'il faut retenir sur le SEO, donc Search Engine Optimization, c'est que le SEO est, retenez bien ça, gratuit. On ne peut pas payer Google pour être en première position, ou alors c'est du SEA, et c'est les fameux mots-clés, mais on apparaît avec la mention sponsorisée ou publicité. Donc de manière organique et naturelle, on ne peut pas payer Google pour être en première position, donc c'est gratuit. Les résultats s'obtiennent au bout de minimum, les records que j'ai pour être en première position, c'est 3 semaines, un mois. Au bout de 3 semaines, un mois, on peut arriver en première position. Et vous comprenez pourquoi, parce qu'il faut, comme je vous le disais dans l'anatomie d'une recherche, il faut que le robot Google vienne visiter votre page, indexe votre page, trouve les mots-clés liés à votre page, enregistre tout ça dans sa base de données pour que lorsqu'un utilisateur vienne et fasse la recherche, que votre page puisse ressortir, non pas, vous avez compris, non pas d'Internet, mais ressortir de l'enregistrement copier-coller que Google a fait sur ses serveurs. Et donc, pour faire ce SEO, il faut à la fois avoir des actions qui sont sur la page, donc il faut avoir des bons titres, il faut avoir les bonnes méta, comme on dit, les bonnes descriptions d'images, les bons H1. Un H1 veut dire un heading 1, les bonnes, ça veut dire un titre 1 en langage Word classique, un titre 1, avoir les bons titres, qui s'appelle titre 1, les bonnes descriptions, les bons mots-clés, etc., etc. Et puis, après, il y a aussi des actions qu'il faut faire off-page, ce qu'on appelle les backlinks, c'est tous les liens qui pointent vers votre page. Vous comprenez bien que
Google visite les 2 milliards de sites qui existent sur cette planète. Donc Google a tous les liens qui existent vers tous les sites. Et admettons que vous ayez un site, et admettons que personne ne fasse de lien, personne ne fasse mention de votre site. Eh bien, pour Google, c'est un signe que votre site n'est pas bon. Et donc, Google ne vous référencera pas bien. C'est ce qu'on appelle les backlinks. Un backlink, vous l'avez ici dans deuxième position, off-page, les backlinks. Les backlinks, ce sont les liens qui pointent vers votre site. Et ces liens peuvent être faits par vous-même, depuis X, depuis Insta, depuis Facebook, depuis bien sûr, depuis YouTube, depuis TikTok, depuis tout ce que vous voulez. C'est des liens qui vont vers votre site. Comme Google visite ces pages, il voit qu'il y a des liens vers votre site, donc il se dit, s'il y a des liens vers ce site, c'est que ce site est bon. Et puis après, il y a des actions SEO qui sont on-site et off-site, qui sont des outils de professionnels avec des fichiers robots.txt, des fichiers sitemap.xml, des fichiers de rapidité, des fichiers de sécurité, le fameux HTTPS, le fameux certificat de sécurité qui s'appelle SSL et qui se traduit par le petit S de HTTPS. Encore plein d'autres choses, mais qui sont très très techniques, dont je vous laisserai les découvrir sur les slides. Je regarde s'il y a d'autres éléments importants à vous communiquer par rapport à ce SEO. Je vous propose de passer à une autre partie qui est le SEA, Search Engine Advertising. Donc le Search Engine Advertising, c'est tout simplement les publicités que vous faites avec les mots-clés sur Google. Donc vous achetez des mots-clés de manière à ce que vous apparaissiez tout en haut des résultats. Et avec ce SEA viennent différents éléments et différentes méthodes de paiement. Donc dans le search, vous faites des enchères pour des mots-clés et vous arrivez en première position par rapport au search. Et ça, c'est fait par un système d'enchères sur des mots-clés. C'est des bids sur des keywords. Et donc qui vont vous permettre d'apparaître en bonne position. Il y a aussi les displays, donc les publicités que vous pouvez faire. Alors les displays, eux, ne sont pas payés au clic, mais sont payés à l'affichage et de manière très 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 stupide et inattendue. Pour appeler dans le métier, quand il y a un affichage web, ça ne s'appelle pas un affichage, ça s'appelle une impression. Donc en anglais impression et en français impression. Donc on appelle impression le fait que votre pub s'affiche sur l'écran d'un utilisateur. Et puis il y a bien sûr la vidéo et après il y a d'autres networks qui sont possibles. Là, vous avez quelques exemples de mots-clés que l'on peut prendre. Et vous avez là, par rapport à la publicité, quatre méthodes de paiement que vous pouvez utiliser. Le premier, c'est le CPC, le coût par clic. À chaque fois qu'un utilisateur clique sur votre pub, vous payez 10, 20, 30, 50 centimes, 1, 2, 3 euros, peu importe, hein, c'est les enchères que vous avez mis. Il y a un deuxième business model qui s'appelle au CPM, coût pour 1000. Et là, vous payez à l'impression. Donc l'impression, je vous l'ai expliqué il y a une seconde, l'impression c'est lorsque votre publicité s'affiche sur l'écran de votre audience. Donc le simple fait que la pub s'affiche, même si les gens ne la voient pas, même s'ils ne cliquent pas dessus, même si votre pub est une vidéo et que les gens ne regardent pas votre vidéo, ils font le fameux skip ad pour sauter la publicité, eh bien c'est compté comme une impression et vous payez ou coût pour 1000. Et puis après vous avez un troisième mode
de business model ou de paiement de la publicité qui s'appelle le CPA, le coût par action. Et là, c'est vous qui définissez qu'est-ce que vous voulez que soit l'action. Par exemple, vous pouvez dire, moi je paye à chaque fois que la personne s'inscrit à un webinar, ou je paye quand la personne s'inscrit à une newsletter, ou je paye quand la personne, je sais pas quoi, laisse son numéro de téléphone. C'est ce qu'on appelle aussi le CPL, le coût par lead, un lead étant un contact. Et donc là, dans le CPA, le coût par action, c'est vous qui définissiez l'action qui vous plaît, l'action que vous souhaitez voir effectuée par votre audience. Et vous dites, par exemple, ben moi, si vous faites un événement, par exemple, un événement physique, une exposition, vous dites, voilà, mais moi, je paye pour tous les gens qui viennent physiquement à l'exposition. Donc s'il y a 25 personnes, ben, vous payez 100 euros par personne, donc vous devez 2500 euros pour avoir fait venir 100 personnes. Mais encore une fois, ce coût est négociable et tout ça est une question de négociation. C'est ce qu'on appelle le coût par action. On va dire, c'est un business model à la performance. Vous définissez le critère qui vous intéresse, vendre un produit, faire un panier, avoir un téléphone, avoir un email, avoir un inscrit sur votre newsletter, sur Twitch, avoir un sub ou avoir n'importe quoi d'autre. Voilà, ça c'est mon action et je paye si mon action est remplie. D'autres possibilités s'offrent à vous, mais on va passer là rapidement sur le modèle publicitaire. Donc SEA, Search Engine Advertising, c'est de la pub. Et comme son nom l'indique, quand on fait de la pub, ben, plus on paye, plus on est en première position, plus on paye, plus on est affiché auprès d'un nombre de gens très 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 important. Et la plus grosse pub qu'on puisse faire, à part le Super Bowl où vous touchez en 30 secondes, vous touchez 125 millions d'Américains, et c'est la pub la plus chère qui existe, elle est à 8 millions de dollars les 30 secondes. Donc Kanye West a fait un petit post de 2 fois 15 secondes, ça lui a coûté 8 millions de dollars pour vendre des t-shirts un peu bizarres, mais bon, c'est son problème. Donc vous pouvez toucher 125 millions de personnes pour 8 millions, et vous pouvez par Facebook, si vous avez beaucoup d'argent, Facebook étant le plus grand des réseaux sociaux, vous pouvez par Facebook toucher 3 milliards, excusez-moi, 3 millions, non, 3 milliards et demi de personnes par Facebook dans tous les pays du monde, si vous avez les moyens de vous payer en CPM 3 milliards ou 3,2 milliards ou 3,5 milliards, ça dépend des jours, ça dépend des mois plus que des jours, hein, parce qu'on compte par mois sur les réseaux sociaux, et bien ça vous permettra de toucher plus de 3 milliards de personnes. Donc ça c'est le SEA. Mais à chaque fois, dans votre SEA, il y aura marqué publicité, sponsorisé, ou tout simplement ad pour advertising, où il y aura un mot qui montre que le résultat que vous avez obtenu ici, il n'est pas naturel, il n'est pas organique, il est le fruit d'un budget publicitaire que vous avez dépensé. Donc, le SEO, pour les 2 points qu'on a vus jusqu'à présent, le SEO, Search Engine Optimization, c'est gratuit, c'est organique, c'est les pages blanches, on va dire, de Google. Il n'y a pas marqué sponsorisé, il n'y a pas marqué publicitaire, c'est le résultat de la notoriété du ranking de votre site. Et le SEA, Search Engine Advertising, c'est le fruit de la pub. Passons rapidement sur le ASO. ASO veut dire App Store Optimization. Et donc l'App Store Optimization, c'est tout simplement le fait que votre application arrive en première position dans les magasins d'applications, donc le Google Play et le App Store pour iOS et Google Play pour Android. Bien sûr, il existe aussi un 3e App Store dans le monde pour Huawei, mais il est marginal et il n'est pas européen, donc je n'en parle pas. Donc comment apparaître en première position
Je vous montre là juste une petite blague que nous fait l'App Store. Je cherche un site qui s'appelle Good on You et qui donne, c'est un peu le Yuka des vêtements, et qui vous donne un score de carbone pour les vêtements que vous portez. Et vous voyez très bien ici, voilà, je cherche moi Good on You. L'application, pardon, Good on You est ici, donc je l'ai téléchargé, mais au passage, vous voyez le petit carré bleu ici, advertising, en publicité, ils me font de la publicité, enfin, Google fait, pardon, pas Google, App Store, donc Apple App Store fait de la publicité pour Shein, le pire site de fast fashion qui existe. Et voilà, on cherche quelque chose d'éthique pour économiser du CO2 et l'App Store vous fait de la pub pour le pire site de fast fashion qui existe. Donc ça, c'est la fameuse ASO. Je passe rapidement au SMO, Social Media Optimization. Comment faire en sorte pour que votre publication sur YouTube, votre publication sur les réseaux sociaux apparaissent en première position. Bon, là, il y a plein de choses à faire qui sont extrêmement intéressantes. Autre point, c'est le local. Comment être en première position dans Google My Business. Ça, c'est tout simplement l'épingle que vous avez sur une carte Google Maps et qui va vous donner sur cette épingle plein d'informations et bien sûr des avis, des reviews de clients qui disent très bien, pas bien, etc. Et la manière que vous avez d'interagir avec les clients pour leur dire nous avons bien noté votre que ce soit un avis positif ou un avis négatif, bien sûr, le plus important, c'est que vous y répondiez de manière constructive. C'est ce qu'on appelle toute la communication locale sur Google Maps, et on appelle ça du Google Maps Marketing. Et il y a plein de choses à faire sur ce Google Maps Marketing. Ensuite, on a le fameux Retail Media. Et le retail média, ben c'est tout simplement, je vous le laisserai lire dans les slides, rien de bien nouveau. Le retail média, c'est tout simplement le fait d'apparaître en première position dans les e-boutiques, chez les e-commerçants, au moment où vous allez valider un panier. Donc vous êtes en train de choisir un produit à mettre dans votre panier Amazon. C'est à ce moment-là que vous faites apparaître votre pub disant que votre produit est le produit favori d'Amazon, que votre produit est un produit qui a tel et tel avantage et caractéristiques. Et bien sûr, bah c'est à ce moment où le client est euh, dans son parcours d'achat, il est très proche de la conclusion de son parcours d'achat, et bien à ce moment-là, vous pouvez faire de la pub, et cette pub que vous faites à ce moment-là s'appelle tout simplement du retail média. Donc pour schématiser et pour résumer tout ce qu'on a vu sur le search aujourd'hui, rien ne vaut un petit récapitulatif comme ça que je fais à la fin de chaque séquence, à la fin de chaque épisode. Donc je vous l'affiche en gros pour que ce soit plus lisible et je vous le commente rapidement. Donc le cours d'aujourd'hui portait sur le SEM, Search Engine Marketing. C'est la même chose que le search tout court et c'est la même chose que le référencement. Donc tout ce qu'on a vu aujourd'hui, y compris l'IA, y compris les magasins d'applications, y compris les réseaux sociaux, tout ça rentre dans le concept de search ou de référencement. On a vu le fameux SXO, Search Experience Optimization, et je vous le disais et vous l'avez bien compris, la meilleure manière d'optimiser l'expérience de recherche, c'est de fournir directement la réponse
au client, à l'internaute, sans qu'il ait besoin de cliquer sur 2, 3, 4, 5 sites. On a vu le retail média, donc faire de la pub sur Decathlon, sur Sephora, bien sûr, sur Amazon, sur toutes les e-boutiques, chez tous les e-commerçants, qu'on appelle aussi les e-tailers. Donc d'un côté, il y a les retailers, ils ont un espace physique, et de l'autre côté, il y a les e-tailers. Ce sont des gens qui ont non pas des espaces physiques, mais qui ont des boutiques, des e-boutiques, des boutiques virtuelles. Donc Google Analytics 4, on n'en a pas parlé, il s'appelle GA4 de son petit nom. Alors c'est pas un jeu sur PlayStation, GA4, ça veut dire Google Analytics 4. C'est l'outil, mais là c'est très technique, donc je ne préfère pas aborder ce sujet-là au milieu du search, mais c'est l'outil qui permet d'analyser toutes les fréquentations de votre site internet, de savoir d'où viennent les personnes, de savoir qu'est-ce qu'ils ont recherché, de savoir qu'est-ce qu'ils ont vu avant, qu'est-ce qu'ils ont vu après, et d'avoir une idée des mots-clés que ces personnes ont recherchés pour arriver chez vous. Et c'est extrêmement important pour bien comprendre ce qu'on appelle le trafic. C'est ce qu'on appelle de l'analyse de trafic, et on le fait à travers GA4. Je ne saurais trop vous conseiller et vous encourager de faire des formations chez Google. Elles sont gratuites, elles sont un tout petit peu complexes, un tout petit peu techniques, mais il y a un moment, il va falloir y aller dans la technique et dans le code et dans les outils qui sont pas forcément aussi simples qu'un Canva ou qu'un Word ou qu'un Excel. Il va falloir aller dans le détail de la technique, et faites une formation, ça va vous prendre une dizaine d'heures. Même si vous êtes sportif de haut niveau, il y a un moment, il faut faire les choses, il y a un moment, il faut lire les livres, il y a un moment où il faut aller sur ce qu'on appelle des certificats que Google va vous distribuer en disant, ben, nous certifions que vous savez vous servir de Google Analytics 4. Et ça, croyez-moi, si vous travaillez dans le digital, dans la communication, dans le marketing, ou même dans le commercial, c'est un très très bon atout de pouvoir dire à son employeur, j'ai un certificat Google qui dit que je sais me servir de Google Analytics 4. C'est vraiment l'outil de prédilection des analyses de trafic. Et si vous ne connaissez pas votre trafic, ben vous ne savez pas pourquoi les gens viennent sur vos sites, vous ne savez pas pourquoi les gens achètent chez vous, vous ne savez pas pourquoi les gens reviennent chez vous, ou pourquoi les gens désertent votre site. Donc c'est quelque chose d'extrêmement pénalisant. On a vu rapidement aussi, là vous avez l'épingle de Google Maps, on a vu rapidement aussi comment fonctionnait Google Maps. On a vu le Social Media Optimization avec du Facebook, du X, du Insta, du YouTube, du Dribble, du Pinterest, du LinkedIn, le petit fantôme Snapchat, du Twitch, du TikTok, du Reddit. Et le dernier, je voulais garder pour la fin ici, tout petit ici, vous le voyez, vous le connaissez par cœur, le WhatsApp. Et attention, je vous recommande vraiment, vivement, et je ne vais pas dire impérativement, parce que je n'ai pas d'ordre à vous donner, de passer très rapidement au WhatsApp Business. C'est exactement la même chose que WhatsApp normal, avec le petit téléphone, sauf que le WhatsApp Business a un petit B. Je vous montre le mien ici, vous l'avez là, il y a un petit B à l'intérieur du WhatsApp, il y a un petit B qui veut dire business, et sur ce WhatsApp business, vous avez tout simplement, pour les gens qui ont votre numéro de téléphone, une fiche descriptive extrêmement... je ne sais pas si je vous l'ai bien montré, parce que... Non, je ne l'ai pas bien montré, voilà, hop, ici vous l'avez là, voilà, WhatsApp business. Il ne fait pas le focus dessus, ce n'est pas une autofocus, mais tant pis, vous avez vu le principe. Sur WhatsApp Business, ça fait partie du SEO.
ça fait partie, vous comprenez, de votre visibilité sur WhatsApp Business. Vous pouvez mettre des pages de description de qui vous êtes, des pages de description des produits que vous vendez, des pages de description des événements auxquels vous allez assister, et vous pouvez mettre un certain nombre de liens qui vont permettre aux gens qui ont simplement votre numéro de téléphone, au lieu de simplement avoir votre photo et de ne pas en savoir plus. C'est une manière de crédibiliser votre numéro de téléphone et de crédibiliser votre présence et d'être plus visible. Donc je reprends cette page. On a vu bien sûr ce qu'était le fameux cookie-less. Qu'est-ce qu'un cookie et pourquoi le fait qu'il n'y ait plus de cookies soit extrêmement pénalisant. On a vu cette grande équation là, SEO, SEA, SEO, SMO, Local, Retail Media, et on a vu aussi le SGE. Quand il y a un E, c'est Generative. Donc le SGE, c'est le Search Generative Experience. C'est, pardon, pas Experience, si, Search Generative Experience. Excusez-moi, je me suis emmêlé dans mes abréviations, là, un petit peu difficile. Et là, le dernier point que vous avez en haut, c'est le fameux HTML avec les H1, les JavaScript et autres méta. Voilà, écoutez, c'est tout pour le cours d'aujourd'hui. 1 heure et demie de vocabulaire technique, ça me paraît déjà pas mal si vous arrivez à tout retenir. Vous avez dans le site qui est référencé, vous avez le lien pour le quiz, le lien pour cette vidéo, le lien pour les slides. Donc là-dessus, je vous laisse et je vous souhaite un bon visionnage. Et je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 6.